Tout ce que tu as connu, aimé, désiré et chéri, tout va disparaître. Qu'est-ce qui restera autour de toi après avoir vécu 5 siècles? Cette phrase résonne comme un écho qui se dissipe dans l'horizon. Pour ceux qui ont vu les saisons d'Invincible, lu les comics ou vu l'histoire complète de l'univers sur ma chaîne principale Aramis Scream, vous la connaissez déjà. Car Mark Grayson est invincible. Ou du moins, il essaye de l'être. Attention, dès maintenant, cette vidéo contiendra des spoils, contrairement à mes précédentes vidéos où je précisais les endroits où les spoils étaient. Donc, si tu ne veux absolument pas être spoilé sur Invincible, je t'invite à ne pas la regarder tout simplement. Et par analogie, si tu es encore là, nous pouvons donc plonger dans le vif du sujet. Car, au-delà du héros invincible, se cache un homme brisé, tourmenté par des questions existentiellement terrifiantes. Et si sa lutte acharnée pour ne pas devenir son père le transformait en quelque chose de bien pire encore? Un tyran aux ambitions divines peut-être. Bienvenue sur Otascream, la chaîne où nous disséquons, analysons, essayons de comprendre certains personnages de tes fictions préférées. Et aujourd'hui, on va plonger dans la complexité du personnage principal de l'œuvre Invincible, Mark Grayson. Car, de lycéen ordinaire à empereur Viltrum, son voyage s'étend sur des siècles. Mais aujourd'hui, nous allons creuser plus profondément dans sa psyché et essayer par là de comprendre ce que Robert Kirkman a bien voulu nous faire passer comme message. Donc, plongeons-nous dans l'abysse psychologique de Mark Grayson, l'enfant déchiré entre deux mondes. Mark Grayson était un adolescent ordinaire, un lycéen avec des préoccupations on ne peut plus normales. Réussir ses examens, sortir avec une fille, s'entendre avec ses parents. Sa vie était simple. Puis, ses pouvoirs se sont manifestés et avec eux, une nouvelle identité, celle d'Invincible. Mais la vraie fracture dans l'innocence de Mark n'est pas venue avec l'acquisition de ses pouvoirs. Elle est venue de la révélation brutale sur son père, Nolan Grayson, alias Omni-Man. En soi, le parcours de Mark est surtout défini par ce moment précis, cette bataille brutale contre son père Omni-Man. Plus qu'un simple combat physique, c'est l'effondrement complet de sa réalité. Mettez-vous à sa place et imaginez découvrir que l'homme que vous avez idolâtré toute votre vie est un imposteur, un conquérant extraterrestre venu préparer l'invasion de votre propre planète. Un meurtrier qui a massacré ses propres alliés, les Gardiens du Globe, représentation de la Justice League de l'écurie DC ou des Avengers de l'écurie Marvel, tout en continuant de feindre l'innocence. C'est précisément ça, cette trahison fondamentale qui a brisé quelque chose d'irréparable en Mark. Sa vision idéalisée du monde, sa foi envers l'héroïsme pur et sa confiance dans les figures d'autorité. Tout s'est effondré en un instant. Et ce qui rend ce traumatisme particulièrement dévastateur, c'est sa nature duelle. D'une part, Mark subit une trahison émotionnelle qui fracture son identité la plus profonde, et d'autre, il endure une violence physique extrême à la limite de la mort, infligée par celui qui l'aimait le plus. Par là, Robert Kirkman crée ici une métaphore puissante des traumatismes intergénérationnels. Mark symbolise une génération qui découvre que les institutions et figures d'autorité qu'elle respectait cachent en réalité des vérités insoupçonnées. Une génération qui doit reconstruire sa vision du monde sur les ruines des illusions et des erreurs commises par les anciens. Bel écho à notre époque contemporaine. Et c'est précisément ce traumatisme fondateur qui enclenche le processus de transformation de Mark. Sa quête désespérée pour être l'opposé de son père devient paradoxalement le moteur qui risque de le transformer en un tyran. Car quand son père lui dit « Tu n'es pas un humain, Mark, tu es un Viltrumite », cette phrase pèse comme une malédiction. Car Mark n'est pas seulement traumatisé par les actions de son père, il sait, au fond de lui, qu'il est biologiquement destiné à lui ressembler. C'est dans son ADN, ou en tout cas, c'est ce qu'il se met à penser et contre quoi il se bat le plus profondément. Car les Viltrumites sont façonnés par des millénaires d'évolution violente. Leur société repose sur la domination du fort sur le faible. Leur ADN même les pousse vers la violence et la conquête. Mark mène donc un combat quotidien contre sa propre nature, contre cette voix intérieure
qui lui suggère que la force fait le droit, que les humains, avec leur fragilité et leur courte durée de vie, sont insignifiants et que peut-être Nolan avait raison. Et cette dualité génétique rappelle étrangement celle du Dr Manhattan dans Watchmen, comme je l'avais expliqué dans ma vidéo sur le potentiel d'Atom Eve que tu trouveras dans la fiche en haut à droite de l'écran. Car ce parallèle fait d'autant plus sens que là aussi, il s'agit d'un être surpuissant qui s'éloigne progressivement de l'humanité. Mais contrairement à Manhattan, qui accepte sa transcendance, Mark lutte désespérément pour rester ancré à son humanité. Et le plus tristement ironique dans ce combat, c'est la question temporelle. Qu'auras-tu dans 500 ans ? Demande Nolan, forçant Mark à se confronter à sa quasi-immortalité et rendant ainsi son patrimoine génétique cadeau au premier regard, se transformant ainsi au fur et à mesure en un poison. Donc, un cadeau empoisonné qui collera à la peau de Mark toute son existence. Car, et je te pose réellement la question, comment rester connecté à l'humanité quand on est destiné à survivre à tout ce qu'on aime, tout ce qu'on a connu, tout ce qui fait de nous un homme avec un grand H. On ne sait jamais si une demoiselle passe par là. Et comme je l'ai exploré dans ma vidéo sur l'histoire complète de Secret Wars des Avengers et de Frieren sur ma chaîne principale Aramis Crime, dont tu trouveras le lien dans la description, ce dilemme rappelle celui de Reed Richards et de Frieren face à l'éternité. Car par analogie avec notre monde réel, l'histoire nous a bien montré que plus l'on vit longtemps, plus on a de risques de perdre contact avec l'humanité et de perdre des valeurs que l'on cherche à protéger. Car comme le dit si bien Sénèque, vivre trop longtemps, c'est risquer de survivre à ses valeurs, à quoi Nietzsche rétorquera que plus le temps passe, plus ce que l'on croit être juste devient incompris par ceux qui viennent après. En soi, c'est une lutte vouée à l'échec sur le long terme et Mark le sait instinctivement. Sa nature Viltrumite est une bombe à retardement génétique qui menace constamment de faire de lui un dieu distant et cruel, semblable à l'immortel lors de son passage dans le futur lors de la saison 3. Et cette réflexion est très compréhensible même par le plus simple des humains. Mets-toi à sa place 2 secondes, non pas que tu en sois un des simplets, mais juste focus. Comment garder pied quand tu es littéralement l'être le plus puissant de la planète, voire même de la galaxie, et qui plus est que tu as quasiment l'éternité devant toi. Et l'ironie la plus cruelle dans le parcours de Mark, c'est que sa détermination obsessionnelle à ne pas devenir Omni-Man le pousse précisément vers une forme de tyrannie semblable à celle de son père. Car là où le bas blesse, c'est que Mark filtre chaque décision à travers le prisme de cette question. Est-ce que cela me rapproche de ce que mon père aurait fait ? Cette résistance consciente est à la fois sa plus grande force et sa plus grande faiblesse. Observez donc sa confrontation avec Cecil Steinman. Quand Mark découvre que Cecil utilise d'anciens criminels et des méthodes moralement douteuses, sa réaction est le rejet total. Une posture morale rigide qui rappelle étrangement l'intransigeance d'Omni-Man. Sa rupture avec l'agence gouvernementale, bien que justifiée, le prive d'un cadre institutionnel qui aurait pu tempérer ses décisions. Et un cap est franchi lorsqu'il tue l'hôte des Squids, acte qui a même choqué Robot, pourtant si froid et calculateur, qui n'a pas compris son geste. Et le tournant décisif arrive avec Dinosaurus. Si tu ne sais pas de quoi je parle, va voir ma vidéo sur l'histoire complète d'Invincible partie 2 sur ma chaîne principale, lien en description. Car face aux problèmes globaux, comme le réchauffement climatique, Mark commence à considérer que des méthodes radicales pourraient être nécessaires. La destruction de Las Vegas, bien que catastrophique, produit des résultats qu'il ne peut ignorer. Cette rationalisation des moyens extrêmes pour atteindre des fins nobles est exactement ce qui a conduit les Viltrumites à leur idéologie de domination. Pour le bien supérieur est toujours la justification des pires tyrans. Les traumatismes successifs, sa quasi-mort face à Conquest, son V-World par Anissa, la perte d'Oliver, la déception de son père, et j'en passe, érodent progressivement sa barrière morale. Chaque blessure le pousse un peu plus loin de l'idéalisme naïf et le rapproche un peu plus près du pragmatisme brutal qui caractérise les Viltrumites. Et cette transformation me rappelle un peu plus celle de Molecule Man lors des guerres secrètes des Avengers, dont j'ai raconté le récit sur ma chaîne principale. Un être au pouvoir quasi divin qui, à force de traumatisme, finit par perdre sa boussole morale. Et le destin ultime de Mark Grayson est d'une ironie cosmique parfaite.
il devient exactement ce qu'il craignait, l'empereur Viltrum. Car, à la mort de Nolan, Mark, en tant que prince héritier, hérite du trône et d'une responsabilité écrasante. Il devient le chef d'une race de guerriers surpuissants qu'il doit guider vers une nouvelle ère. Et oui, comme ce type de récit sait si bien le faire, Invincible est fondamentalement un récit de prince déchu. Et si tu es familier de la fiction, tu sais ce qu'induit ce trope. Et au fil du temps, Mark se rapproche dangereusement de son statut divin. Vivant des siècles, peut-être même des millénaires, il transcende progressivement l'humanité, celle-là même qu'il cherchait tant à préserver, et sa perspective s'élargit, embrassant des civilisations entières et des ères complètes. Et les derniers chapitres d'Invincible nous montrent un Mark vieilli, aux cheveux gris, guidant les Viltrumites à travers la galaxie. Sous sa direction, cette race autrefois conquérante devient une force de protection et d'aide. Mais à quel prix cette transformation a-t-elle eu lieu? Mark est-il toujours vraiment humain? Ou est-il devenu une entité quasi divine qui regarde l'humanité d'en haut? A-t-il vraiment vaincu l'héritage d'Omniman? Ou l'a-t-il simplement raffiné, transformé en quelque chose de plus subtil, mais tout aussi détaché de l'humanité ordinaire? Et sa guerre contre Alan, son ancien allié, illustre parfaitement cette dérive. En tant qu'empereur, Mark détermine ce qui est bon pour des civilisations entières. Et le plus troublant est que Mark reste convaincu de sa propre vertu. Comme tout tyran bienveillant, il croit sincèrement agir pour le bien de tous, ignorant peut-être qu'il impose sa vision à des milliards d'êtres. Il suit, sans forcément s'en rendre compte, le schéma de l'empereur, autre trope aussi bien connu des fans de fiction. Car Star Wars, Warhammer, Fondation ou même Rebel Moon, tout récit d'Empire Galactique, mais souvent l'être vivant lambda comme toi et moi, dont l'ignorance la plus totale d'un système qui nous dépasse et dont nous ne pouvons même pas ne serait-ce que concevoir l'existence. Et cette réflexion peut être extrapolée, car maintenant, pose-toi cette question. Peut-être es-tu déjà, même actuellement, en train de vivre dans un empire galactique que tu n'en aurais même pas conscience. Et cette réflexion est étendue à toute l'humanité. Et seuls peut-être les 0,1% en ont la vision ou même l'information, et nous tiennent juste comme du bon bétail dans son pâturage. Ce petit jeu d'esprit ne fait tout simplement que corroborer les dires de Platon et son allégorie de la caverne. Et c'est exactement ce type de récit qu'est Invincible, à travers les yeux de Mark Grayson. Malgré cette trajectoire inquiétante, Mark n'est peut-être pas condamné à devenir ce tyran détaché. Ses ancrages humains, Eve, Terra, sa famille, lui offrent une chance de rédemption. Eve particulièrement joue un rôle crucial. Non seulement elle partage son immortalité, mais elle représente un contrepoids moral à ses tendances les plus autoritaires. Quand Mark dérive vers des solutions extrêmes, c'est souvent Eve qui l'aide à retrouver sa boussole morale. La naissance de Terra offre également un nouveau sens à sa lutte. Ce n'est plus simplement une question de résister à l'héritage toxique de son père, mais de créer un meilleur héritage pour sa propre enfant. Même sa relation complexe avec Marcus, son fils né du V-Word d'Anissa, témoigne d'une capacité à transcender la haine et de choisir l'amour au-delà du ressentiment. Et c'est peut-être là le véritable pouvoir de Mark. Non pas sa force surhumaine, mais sa capacité à reconnaître ses erreurs, à se remettre en question et à lutter constamment contre ses propres démons. Car contrairement à son père qui a mis des siècles à questionner l'idéologie Viltrumite, Mark est constamment en train d'examiner ses propres actions, de douter et de chercher à faire mieux. Mark Grayson incarne l'un des parcours les plus nuancés de la fiction super-héroïque moderne, celui d'un enfant brisé qui risque de devenir le tyran quasi-divin qu'il a toujours combattu. Sa lutte n'est pas simplement contre des super-vilains, mais aussi contre sa propre nature, contre l'influence toxique de son héritage et contre la tentation du pouvoir absolu et de la détermination divine. Et ce qui rend son parcours si fascinant, c'est qu'il n'offre pas de réponse facile. Mark n'est ni un héros parfait, ni un vilain en devenir. Il est profondément humain, malgré sa biologie Viltrumite, naviguant dans un monde de gris moraux où chaque solution crée des problèmes. Et comme je l'ai déjà montré dans mes autres analyses sur cette chaîne et dans l'histoire complète d'Invincible sur ma chaîne principale Aramis Crime, Kirkman nous offre une méditation profonde sur le pouvoir, la responsabilité et l'identité. Il nous rappelle que nos traumatismes ne définissent pas qui nous sommes, mais que notre façon d'y répondre forge notre identité. Et par le regard de Mark Grayson, il nous montre que la véritable invincibilité ne réside pas dans la force physique ou l'immortalité, mais dans la capacité à rester fidèle à ses valeurs face à l'adversité, à résister à la corruption du pouvoir et à trouver l'équilibre entre l'héritage qu'on nous a transmis et celui qu'on souhaite léguer. Et vous,
Pensez-vous qu'une longévité trop longue, couplée à un patrimoine génétique et culturel déviant, est une porte ouverte vers toutes les dérives, ou au contraire est-ce une force? Dites-moi tout en commentaire, suivez-moi sur tous mes réseaux, lien dans la description. Et pour une plongée encore plus profonde dans l'univers d'Invincible, mais pas que, dans d'autres de vos univers de fiction préférés, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de thématiques comme celle-ci. Et sur ce, nous on se dit à la prochaine vidéo.